Donc, premier sujet de la journée, ça va être sur la remise du premier travail pratique. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on fait la remise du premier travail pratique? Ben, il y a une nouvelle activité qui vient d'apparaître sur le site de cours dans notre thématique du TP1, là, qui est notre thème 4, nous autres. Là. On avait notre choix de groupe, on avait le lien, puis on a maintenant une activité de remise TP1. Donc, l'activité de remise se fait par équipe. Donc, vous avez besoin de faire seulement une remise par équipe. Ce que vous allez avoir à l'intérieur de la remise, vous avez besoin seulement de 2 fichiers. Donc, le programme en Java que vous avez fait et la version du programme en PEP8. Donc, la remise devrait être seulement une archive, hein, donc un zip, un RAR, un TGZ, avec à l'intérieur seulement les 2 fichiers. Donc, après ça, on va parler de comment les fichiers à l'intérieur devraient être, mais le principe, c'est que les fichiers, un fichier .java, un fichier .pep8, les noms des éléments sont avec peu de conséquences parce que c'est tout renommé automatiquement par soit Moodle, soit par nos scripts automatisés de correction. Fait que ça, c'est la première chose. Donc, le principe, c'est que vous avez fait vos choix de groupe préalablement, puis vous êtes reliés ensemble pour la remise. Donc, vous avez juste besoin d'avoir un des membres de l'équipe qui fait la remise. À partir de là, ce que je vous conseille fortement pour vous assurer que la remise est bien faite, c'est qu'un premier membre de l'équipe fasse la remise. Puis, si le deuxième membre de l'équipe s'en va sur Moodle sur son compte, puis va voir l'activité de remise, il devrait être capable, premièrement, de voir que la remise a été faite en son nom. Deuxièmement, il devrait être capable d'aller télécharger la remise, la réouvrir, s'assurer que le fichier Java, le fichier PEP8, .pep, là, est là pour ne pas avoir de surprise où c'est que vous avez fait une remise à moitié complète ou une remise avec un archive vide, qui est habituellement assez catastrophique pour la note. Donc, ça, c'est ce qui en est pour la remise du premier travail pratique. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on sait quoi faire? Est-ce qu'on est habitué? Ou est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des problématiques qui peuvent être soulevées? On entend une fois, on entend 2 fois. C'est à juger. Donc, ensuite, on va aller voir... Ah, j'ai une question de Hassan. Tu es démuté, tu es prête à parler? Oui. Donc, pour la remise, on demande une seule archive. Donc, tu veux avoir à l'intérieur de la seule archive les 2 fichiers directement. Donc, je ne veux pas avoir 2 archives, je veux avoir une archive avec les 2 fichiers à l'intérieur. Merci beaucoup. Donc, on est bon avec ça. Ensuite, si vous allez sur le dépôt du cours, donc où on avait notre README, j'ai rajouté aussi la grille de correction pour vous indiquer qu'est-ce que le correcteur va regarder dans la remise. Donc ça va nous indiquer un peu qu'est-ce qu'il faut faire puis qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer d'avoir tous nos points. Donc, premièrement, l'évaluation est à 2 niveaux. Donc, on a une évaluation que je vais dire positive où on va aller gagner des points, puis on va aller gagner des points sur la fonctionnalité. Donc, on vous a fourni des tests très clairs sur qu'est-ce qu'on s'attend d'avoir pour certaines entrées données. Donc, ces tests-là vont être utilisés sur votre programme en Java, sur votre programme en PEP8, puis on devrait avoir les différents résultats attendus
par rapport à ce qu'on vous a donné dans l'énoncé. Donc, si vous réussissez à faire certains tests, mais pas d'autres, c'est là qu'il y a des points qui sont retranchés. Si vous réussissez à faire tous les tests, c'est que ça devrait bien aller. Il va aussi avoir possiblement d'autres tests qui vont être faits. Donc, il n'y aura pas rien de trop hasardeux, là. Mais le principe ici, c'est que tu n'aurais pas pu, mettons, hard-coder toutes les versions des tests pour que ça soit fait, là. Donc, il faut que ça soit flexible par rapport à ce qu'on est capable de rentrer, par rapport aux directives qu'on a données. Hein. Donc, on vous donnait des exemples de ce qu'on pouvait faire. C'était pas nécessairement les résultats finaux et les seuls qui pouvaient être envoyés. Ensuite, donc ça vous donne un plafond sur lequel vous pouvez avoir des points. Okay? Donc, ça vous donne 100% de points. À partir de là, on peut seulement perdre des points. Donc, il y a ensuite deux critères de correction négative possible. Donc, le premier critère de correction négative, ça va être sur la documentation. Hein? Donc, si vous êtes en train de, ou si vous avez complété une bonne partie de l'énoncé, j'imagine que vous avez pu voir que de l'assembleur, il y a une problématique sur un peu la lisibilité. On peut facilement perdre les éléments à l'intérieur de notre programme. Donc, ça va être important d'avoir un peu de documentation, des commentaires qui vont venir avec qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, évidemment, on a besoin d'un petit en-tête qui décrit un peu le programme au début avec votre nom, okay, pas rien de trop exhaustif. Juste le titre du programme, qu'est-ce que c'est supposé de faire. Puis ensuite, on va avoir les commentaires à l'intérieur de notre programme. Donc, à l'intérieur de notre programme, on va avoir les différentes actions qu'on va faire. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un commentaire par instruction, là, évidemment, puisque chaque instruction fait quelque chose de très bête. Mais on veut avoir les grandes lignes, les grandes actions de notre programme qui va nous permettre de savoir où on s'en va, à quelle étape on est rendu, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis le principe, hein, c'est vraiment de documenter les actions de notre programme, c'est pas de documenter les instructions en tant que telles. Donc, on est capable de lire les instructions, là. Okay? Je ne veux pas avoir des commentaires qui disent j'ajoute une valeur dans l'accumulateur. Je suis capable de lire l'instruction. Le principe du commentaire, c'est toujours d'être capable de dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire un ajout dans l'accumulateur. Comment est-ce que ça m'apporte vers ma solution finale. On a aussi, autre que les commentaires, les différents autres critères de lisibilité. Donc, faire attention ici que l'indentation soit quand même alignée ensemble. Que les noms des symboles soient choisis avec pertinence et clarité, puis qu'on aussi puisse aérer le code à l'intérieur du programme là, pour bien délimiter les différentes sections. All right. Ensuite, autre élément de correction négative, là, habituellement, c'est pour les cas plus extrêmes là, qu'on s'en va dans ces séries-là. Donc, sur la qualité logicielle. Donc, on va ici, si vous avez des aberrations, c'est jusqu'à 20%, séparé dans 4 catégories de 5% chacun. Là. Donc, une pour la structure, où c'est que le programme, bon, il faut qu'il soit bien découpé. Ça va être plus pertinent pour les prochains, où c'est qu'on va commencer à avoir des sous-programmes. Là. OK? Qu'il n'y a pas de code inutile. On va parler aussi de simplicité. Donc, les structures de programme sont claires et concises. Okay? On est en assembleur, c'est quand même long, mais on essaie de ne pas y aller dans l'extravagance. On va parler d'exactitude puis de robustesse. Donc, ça ici, ça va être pour la validité des données, être certain que vous faites les bonnes actions puis que ça va marcher ça va marcher dans plus de cas que les exemples qui vous ont été donnés.
Donc, le principe, c'est qu'on a des fonctionnalités qui sont décrites. On a un exemple, mais ça peut être parmi d'autres. Donc, s'assurer que ça marche pour d'autres variations de l'exemple. Puis, finalement, les algorithmes puis les technologies, donc bon mode d'adressage, d'utiliser les bons algorithmes, de ne pas, mettons, faire une boucle en faisant du copier-coller. OK? C'est des choses qui vont aussi être évaluées. All right. Donc ici, il dit qu'on manque un exemple sur la ponctuation négative. Je ne suis pas certain de suivre qu'est-ce que tu demandes. Ah! Il n'y en a aucun? Ah, ok. Ah, je peux rajouter ça. Je peux rajouter ça sans problème. Le principe, c'est que ça va rester le même, c'est juste que ça va dans l'autre sens. Là. Ok. Fait quoi? Je vais rajouter ça après le cours. Je prends note. Play. Ici. Ok. Alright. Parfait. Fait que ça fait le tour de la remise du travail pratique 1 et la grille de correction qui sera utilisée pour celle-ci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas plus clair encore une fois. On sait pas mal à quoi s'attendre. Est-ce que ça va bien dans le travail? C'est tout déjà fait? C'est terminé? Ou on commence après-demain? Ou ici, juste par curiosité, là, y a-t-il du monde qui sont proches ou qui ont terminé dès maintenant le travail? Si on lève la main, ça va aussi m'indiquer qu'est-ce que on va pouvoir faire mercredi. Est-ce que je vous laisse du temps pour terminer le travail ou est-ce qu'on continue sur les choses? Pas tant de monde qui... J'ai 20 équipes, j'ai 3 personnes qui ont levé la main. Il n'y a pas tant de monde qui l'ont fini. Ok, on peut vivre possiblement avec un petit peu plus de temps pour travailler là-dessus. J'ai des mains levées. Fait que je sais pas si Hassen, tu avais une question. Tu veux éviter d'utiliser l'opérateur modulo. On ne veut pas utiliser des opérations arithmétiques inconnues de PEP8. Donc, on a addition et soustraction. Et c'est pas mal ça. Exact. Le but de Java, c'est vraiment de se donner la version la plus directe qu'on peut traduire ensuite en PEP8. Fait que de se penser à l'algorithme de modulo manuel, c'est des choses qu'on veut faire. Excellent. Donc, on va pouvoir maintenant passer à notre gentil simulateur de PEP8. Donc, aujourd'hui, on va se faire 3 versions du même programme qui va nous permettre de voir un élément qu'on avait mis de côté la semaine passée qui était l'adressage indirect. Puis on va pouvoir regarder aussi les différents opérateurs logiques qu'on a vus cette semaine, les opérateurs de décalage, puis finalement les opérations, les appels de routine, les appels de sous-programme. Donc, on a notre petit programme. OK, donc on va se faire un programme qui est un peu boboche là, pour l'instant. Puis on va essayer de faire des choses un peu funky avec. Fait que on veut se faire un programme qui va faire 3 additions consécutives. Donc
à l'intérieur de notre programme, là, puis là, on va le faire à la méthode, à la bonne vieille franquette, là, même pas de boucle. Parce qu'on va le forcer à avoir des choses qui vont nous pointer vers certaines fonctionnalités intéressantes. Fait que donc Adam demande est-ce que t'as manqué des choses? C'est pas grave si t'as manqué des choses, on n'oublie pas que j'enregistre le cours, donc tu vas pouvoir le suivre. On a vu la grille de correction puis les instructions de la remise du TP. Mais tu vas pouvoir revoir ça après sur YouTube. Fait qu'on veut avoir un gentil programme qui va faire des additions, mais qui va annoncer qu'il est en train de faire des additions. Donc, on se donne un petit élément à l'intérieur. On va commencer, puis on va juste mettre ça à 0. On va additionner à l'intérieur de celui-ci. Puis là, je veux donner en plus l'étape. On va même mettre un petit backslash n ici. Puis on n'oublie pas ici le backslash 0 pour que le stro fonctionne. Puis on va donner le numéro de l'étape. Puis on fait juste rajouter à l'intérieur une valeur. Fait que je vais reprendre ça. Donc ça ici, c'est un programme complètement arbitraire que je suis en train de construire, là. Puis à partir de ce programme arbitraire-là, ensuite, on va essayer de se donner des contraintes. Puis on va vouloir modifier notre programme pour être capable de répondre à ces différentes contraintes-là. Fait que je crée le programme. OK, j'ai juste 3 additions avec les différents éléments. Fait que on va donner un autre petit emplacement. Attends, ici, j'ai oublié de nommer ça étape. On se donne une place où c'est qu'on va avoir le nombre. Et à partir de là, on va être capable de juste faire afficher notre nombre. Puis, juste par principe, alright. Reculer. Donc, on commence, puis on va avoir ce principe-là, okay, où c'est qu'on a des étapes, puis on affiche les différentes étapes. Ici, j'ai oublié de mettre 3. Puis à la fin, okay, j'additionne des choses dans mon nombre, puis j'aimerais ça avoir bon, le nombre à l'intérieur. Fait que là, le principe, puis la question qu'on va se poser, ça va être, admettons là, que dans mon programme initial, ok, ça ici, c'est barré. Ok, donc fait que pour des raisons quelconques, ok, j'ai pas le droit de modifier ces différents éléments-là. Puis, ce que je veux rajouter à mon programme, ok,
Donc, ce qu'on veut ajouter, on veut être capable de faire sauter une des éditions. Fait que ça veut dire que je vais être capable de... Tu sais, là, en ce moment, j'ai 3 éditions avec 1, 2 et 4 hein, en hexadécimal. Ça me donne 7. Puis, j'aimerais être capable de soit pas faire celle-là, soit pas faire celle-là, soit pas faire celle-là. Donc, j'aimerais être capable de faire fi d'une des éditions, mais j'ai pas le droit de directement modifier les instructions. Je pourrais, mettons, rajouter des symboles, je pourrais, puis là, on va travailler avec des programmes impurs pour être capable d'arriver à nos fins, mais le principe, c'est que j'ai pas le droit de changer le code directement ici. Fait que, on veut être capable de travailler avec ça dans... donc, on veut, à partir de ce code gelé-là, on veut être capable de changer puis de sauter une des additions. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un programme impur. Hein? Donc, le principe de programme impur, c'est un programme qui se modifie lui-même pour être capable d'arriver à nos fins. Comme ça a été dit dans la vidéo, ok, c'est pas la meilleure des pratiques, mais des fois, ça peut être intéressant, surtout à un point de vue d'efficacité, mais c'est vraiment quelque chose de très volatile, parce que si tu fais pas attention, tu vas facilement commencer à réécrire une partie de ton programme qui peut facilement sortir en dehors de ton contrôle, puis devenir assez catastrophique. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour être capable d'aller chercher les informations. Fait que là, le principe, c'est... l'idée derrière, c'est que je vais être capable d'aller faire skipper une des additions. Donc, juste skipper l'addition, on va quand même faire afficher l'étape. OK? C'est vraiment juste l'addition que je veux sauter par-dessus. Évidemment, si on aurait besoin de faire ça sans restriction, on pourrait utiliser les embranchements et ainsi de suite, comme on a vu dans les sims passés. Là, on se donne quelques restrictions pour voir différentes fonctionnalités hein, de PEP8. Fait que le principe fondamental, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer d'écraser l'instruction avec une autre instruction qui va me permettre de continuer normalement. Fait que ce que nous, on va vouloir faire, là en ce moment, ça le fait normalement, ok? Ce que nous, on va vouloir faire, ça va être de prendre l'instruction vide. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi cette semaine. Donc si on revient ici, on s'en va dans notre aide-mémoire. On a vu 2 types d'instructions vides. Le NOP et le NOPN. OK? Donc, le NOP et le NOPN me permettent de créer des instructions qui vont rien faire dans mon programme. OK? Donc, premièrement, on va les utiliser juste pour voir qu'est-ce que ça donne dans le programme lui-même. Donc, ici, si je fais un NOP, puis, si il me demande un avec une valeur quelconque. Hein? Donc, ici, hein, quand on a dans les blocs d'instruction un NOP N, c'est juste une valeur que je veux spécifier. Puis là, si je regarde dans mon listing, hein, dans les informations de mon programme, je peux voir ici que le NOP avec N, c'est un octet, hein, comme le stop, qui est 00. Puis le principe, c'est que la valeur que je mets ici, si admettons je mets 2, hein, j'avais 27, là je mets 2, je tombe à 26.
Si je mets 1, je tombe à 25. Si je mets, je pense que je peux aller jusqu'à 3 en fait, ouais, parce qu'il y a juste un n. Donc, 27, 26, 25, puis 24. OK, donc, c'est juste tous des codes qui veulent dire toute la même chose, là, OK, qui font toute la même chose. Puis, quand je l'exécute, ben, qu'est-ce qui se passe quand je fais le NOP? Il se passe rien pantoute. OK, donc, c'est vraiment juste une opération qui me permet de skipper par-dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a deux types. Hein? Donc, on a le NOP N qui me permet de juste créer un espace mémoire. Là. Puis, on a aussi juste le NOP direct qui va prendre une valeur immédiate. Donc, si on regarde ici, le NOP N n'a pas de mode d'adressage, mais le NOP normal a un élément à mettre à l'intérieur. Fait que là, si je le construis, qu'est-ce qui va être intéressant? Intéressant dans ce cas-là, c'est que celui-là, OK, va être sur 3 octets à la place de juste 1. Puis là, la valeur immédiate, on va mettre des petites valeurs, va être représentée à l'intérieur, OK, de notre bloc mémoire. OK, donc directement, la valeur qui est ici va être représentée dans notre bloc mémoire. Là, si je l'exécute, cette affaire-là, là, OK, la valeur que j'ai mis dans le bloc mémoire, là, le 34A3, là, qui était complètement arbitraire, sert à rien. Là, OK? Elle ne fait rien de spécial, cette valeur-là. Fait que là, ce que vous pouvez vous demander, c'est OK, pourquoi est-ce que ça devient intéressant d'abord cette affaire-là? Là? Pourquoi est-ce que j'ai un NOP qui va prendre 2 autres valeurs, puis que je vais juste sauter par-dessus en faisant fi de ces valeurs-là directement? Eh bien, la raison va être justement quand je veux commencer à créer des programmes impurs. Hein, donc, si je m'en vais ici, là, je dis que je m'en vais à mon add A. En ce moment, le add A, il est considéré dans le premier des 3 octets. Puis après ça, le 002, 0002, c'est la valeur qui est rajoutée. Ben moi, ce que je vais vouloir faire, c'est changer ça pour que ça devienne la valeur de mon NOP. Hein, ça veut que ça devienne 28. Puis le principe, c'est que j'ai juste besoin de changer ça à 28. Puis une fois que j'ai changé ça, le restant ici n'aura pas d'importance. Pourquoi? Parce que, ben, que je mette n'importe quelle information, si le code d'instruction c'est un NOP, le restant de l'opérande, OK, est juste mis de côté en ne regardant rien derrière, en regardant pas qu'est-ce que c'est. Donc, ça me permet de juste changer le add en quelque chose d'autre. J'ai Félix. Mm-hmm. Ben, le principe, c'est que l'instruction que tu remplaces, okay, ça dit qu'est-ce que je vais faire avec l'information. Cette valeur-là ne sera jamais utilisée. Là, donc, c'est un peu juste pour dire qu'il faut mettre un élément immédiat, mais il ne servira à rien. Là. Ici, c'est pas pour le NOP, là, le I, il veut pas rien dire. Là. Fait que ça soit D ou que ça soit quoi que ce soit d'autre, c'est juste pour dire que avec ce code-là, les 2 autres octets vont être considérés. Mais comme le I, là, il n'y a pas... Il sert à... Il sera même pas immédiat, on fait rien avec cette valeur-là. Tu sais.
Fait que ça. Oui, ça c'est une excellente question. Donc tu demandes, OK, ben, si on a ici le 28, puis là j'ai comme le 3-4-3 que tu me dis qu'il sert à rien, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir celui-là? Pourquoi est-ce que ça a besoin d'exister quand on a l'autre qui semble faire la même chose, OK, mais avec juste l'information directe? Excellente question. Là, ça va venir justement sur la taille de l'instruction. OK? Donc, si on regarde, on va porter une attention particulière à notre programme counter. OK? Fait que notre programme counter, ça nous dit c'est quoi la prochaine instruction que je vais exécuter. Fait que quand j'ai un op direct avec mon opérande possible, c'est un code qui prend 3 octets. Okay? Donc, cette instruction-là prend 3 octets. Fait que mon programme counter, il va aller à 6, donc 3 plus 3, ça donne 6, pour aller faire la prochaine instruction qui est notre NOP 0. Mais notre NOP 0, lui, il y a juste une instruction. Fait que quand je vais le faire, je vais augmenter mon programme counter de juste 1 pour continuer dans mon programme normalement. Okay? Donc, la différence entre les deux, c'est la taille de l'instruction. Et donc, quand je vais exécuter cette instruction-là, c'est le programme counter qui va être affecté par rapport à la taille de l'instruction. Est-ce que jusque-là, ça va bien? On comprend? Excellent. Fait que là, il faut se souvenir de qu'est-ce qu'on essaye de faire. Okay? En ce moment, on essaye de neutraliser l'addition. Donc, si je regarde dans mon programme, l'addition est ici, okay, qui est une instruction de 3 octets. Donc, si je remplacerais ça par 24 ici, là, qu'est-ce qui se passerait avec le programme counter à ce moment-là? Ben, puisque le NOP 0, c'est juste une instruction de 1 octet, le programme counter passerait de 0D, là, il commence à 0D, puis là, il irait lire 0E. Hein? Donc, il irait lire le prochain, il irait lire 00 comme étant la prochaine instruction à faire. 00, c'est quoi cette instruction-là? C'est stop. Qu'est-ce qui arriverait à notre programme? Il arrêterait. En utilisant, on peut voir ici qu'en utilisant le NOP 0, qui est considéré comme étant une instruction de 1 octet, je ne peux pas juste remplacer l'élément parce que ça va décaler l'ordre des choses. Par contre, si j'utilise le NOP avec un opérande, quand je vais changer ça à 28, quand il va arriver là, il va dire OK, c'est un NOP avec un opérande. Donc, je lis l'instruction et je vais donc lire l'opérande pour passer par-dessus pour que mon programme counter puisse continuer normalement. Est-ce que la différence est maintenant plus claire pour toi, Félix? Ben, c'est pas nécessairement pour remplacer un stop, là, mais c'est pour avoir un trou d'un octet que je pourrais mettre quelque part. Okay? Parce que aussi, qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est que je peux utiliser des NOP, okay, à la place de symboles pour avoir des espaces mémoire directement dans le milieu, puis commencer à faire des choses intéressantes avec ça. Là. OK? Donc, c'est... Il y a les deux pour les cas particuliers que tu aurais besoin, là, mais c'est pas toujours évident pourquoi tu voudrais l'utiliser. C'est le même principe que tu as le NOP 1, tu as le NOP 2, tu as le NOP 3 qui font juste mettre des valeurs différentes en mémoire, mais il n'y a pas d'utilité directe. Là. Okay? Habituellement, ça va être des utilités qui vont être par convention. Ou c'est que tu mets des NOP pour te dire que tu as fini telle partie, puis le NOP 2, ça veut dire telle chose pour toi. Donc, il n'y a pas de... C'est des outils très larges, mais qui n'ont pas de fonctionnalité très concrète initialement. Là. C'est pour ça que ça porte à confusion. Là.
la corde. Pourquoi est-ce qu'il y a NOP 0, NOP 1, NOP 2, NOP 3? C'est parce qu'on avait la possibilité de le faire, là. Plus que parce qu'il fallait avoir ça pour telle raison. Ouais. Aussi, il faut comprendre que initialement, c'était beaucoup utilisé. Puis pourquoi c'est implémenté? Parce que c'est dans la majorité des langages d'assembleurs. Puis dans la majorité des langages d'assembleurs, les symboles, c'était pas là au début. Hein. Donc si on voulait avoir des espaces, on pouvait mettre des NOP pour ensuite venir les modifier puis travailler avec à l'intérieur sans problème. Là. Mais le NOP 0, c'est une utilité que je pense off the top of my head, comme on dit, c'est tu pourrais avoir un programme qui fait, mettons, de la validation, puis que si à n'importe quel moment la validation change, ben moi je pourrais changer lui, puis le faire devenir en stop. OK? Fait qu'à n'importe quel moment, tu exécutes ton programme. À n'importe quel moment aussi qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on va avoir un point d'arrêt qui va avoir été créé plus loin pour dire non, il faut arrêter avant de faire des choses catastrophiques. Donc, il y a plein de petits jeux de même, là, des petits hacks là, qui permettent d'utiliser ces différentes instructions-là pour que ça fasse quelque chose d'utile, mais il n'y a pas de fonctionnalité directe, précise, comme le add ou le store ou le load, qui sont très, très, très explicites. Alright. Donc, on continue avec ça. Donc, on a le principe de j'ai le NOP, puis je vais être capable de remplacer cette affaire-là. Donc, on va essayer de le faire par étapes pour être capable de bien comprendre ces éléments-là. Pour l'instant, on dit qu'on veut sauter une addition de notre choix, là, mais pour l'instant, on va juste essayer de faire sauter la première, juste par principe. Donc, pour être capable de faire ça, il va me falloir une identification, OK, de ma première addition. Puis là, qu'est-ce que je vais vouloir faire? C'est, bon, je vais vouloir prendre OK, notre load. Je peux utiliser la version byte, là, c'est pas très problématique. Puis, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller mettre ça dans notre adresse 1. Ici, mon LDA devrait être prêt. Donc, j'ai fait une première modification qui rend mon programme impur. Hein, donc, on va changer le contenu de mon programme. Habituellement, ça fait plus 1, plus 2, plus 4 qui me donne 7. Ben là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrasé cette instruction-là en mettant un up. Et ça va juste faire le plus 2 puis le plus 4. Si on va le voir en temps réel, je l'ai fait trop vite. C'était notre première instruction. Donc, je load le 28 dans mon LDA. Puis ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Je veux aller le déposer dans mon add1 dans l'adresse 000F. Fait que quand je change ça, je peux voir, OK, donc en bleu, on a le programme counter, fait qu'il est rendu au load 0, ça sera bien. Mais je peux voir qu'il a modifié ici une information. Là. Il a modifié le 28. Puis, ce 28-là, il était où? Il était à l'adresse 09. 0F, pardon. 0F, c'est la dernière colonne. Puis à 0F, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'était notre 7000. Donc en fait, si je voudrais, je pourrais même faire à la place juste un. Juste pour aller changer juste la partie intéressante. Donc,
Si je le stop, je le repars. OK. Fait qu'ici, j'ai loadé mon 28. Puis là, si je regarde, mon add 1, c'est 700001. Fait que j'ai mon 700001. Fait que moi, je vais aller changer ce 70-là. Puis quand je fais mon store byte, il est disponible. Fait que ça va bien. On est capable d'écraser une addition. Là, par contre, il va falloir changer les choses parce que je ne veux pas seulement être capable d'écraser cette addition-là, je veux être capable d'écraser cette addition-là, ou celle-là, ou celle-là. Pour être capable de faire ça, il va falloir que j'aille une liste des différentes adresses. OK? C'est ça, ça va être ça la méthode la plus simple, là, aller chercher l'information. Parce que là, il pourrait y avoir d'autres informations à l'intérieur, d'autres instructions qui seraient pognées à l'intérieur de ça. Donc, j'ai mes 3 symboles qui sont là. Puis, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est une liste, OK? Une table de ces différentes adresses-là. Donc, on va descendre ça ici. Et on va se faire une gentille liste. Et là, on va pouvoir utiliser une autre directive qui est les adresses des choses. Donc ici, le principe, c'est que j'ai des adresses okay, qui sont importantes dans l'ordre pour moi, mais qui sont dispersées dans mon programme. Fait que je peux utiliser la table ici d'adressage pour être capable de représenter chacun de ces éléments-là. À partir de là, il va falloir aussi que je commence à demander. Il va nous falloir un index. Pour savoir c'est quelle instruction que je veux skipper. Donc à partir de là, je peux avoir l'instruction. Là, on va commencer, on va faire ça facile. Là, on va faire par décalage. Soit l'instruction 0, soit l'instruction 1, soit l'instruction 2. Tiens, mettons, on va même renommer nos choses. Renommer nos choses correctement. Oh, 1, 2. Donc, on va être capable d'aller le chercher avec les différentes adresses. Fait que pour être capable de représenter ça, on va. Fait que ici, attends, on va se préparer nos affaires. Donc, mettons, on va avoir notre 1. Donc, ce que je veux ici, c'est prendre mon input. Puis ça va décider quelle addition je veux skipper. Fait que si c'est l'addition 0, ça devrait être 0. Si c'est l'addition 1, ça va être ça là que je skip. Si ça va être l'addition 2, ça va être ça là que je skip. Fait que là, le principe, c'est que ça ici, ça marche plus pareil. Parce que je peux pas juste mettre add 1. Hein? Il va falloir que j'aille présenter ça dans une adresse quelconque que je ne connais pas d'avance. Fait que pour être capable de faire ça, on va mettre ça bien indenté, on va utiliser nos connaissances d'éléments. Donc, on va être capable de prendre add list, puis on va pouvoir utiliser cet élément-là
pour dire c'est quelle adresse à quel élément. Fait que ici, on va regarder, on va faire LDX, OK, de D. Puis, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec ça. Parce qu'on va voir qu'il y a quelques petites accroches en chemin qui vont être intéressantes. OK, donc on a notre 1 dans notre index register. Fait que ici, Kim propose de faire, de pogner add list avec notre adressage X. OK, donc ici, on va y aller avec ça. Où c'est que je dis, bon, IDX, non, excuse-moi, j'ai dit add list. Et puis par principe, on va le mettre dans A, comme ça on va être capable de peut-être un petit peu mieux voir ce qui se passe. De X. Fait que mettons que je regarde. On regarde qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai mis 0, juste pour voir si ça donne la bonne chose. Fait que je load add list de 0. Ça me load 18. OK? Donc si je regarde dans mon add list, l'adresse 0, 18. OK? Ça load 18 qui me pointerait vers mon 70. Donc là ici, si là ici à la place de ce store byte là, on va mettre il va falloir storer ça quelque part. On va dire la case. Ici, on essaye ça. Puis si on regarde, on a notre 1B, oups, qui va pas marcher directement, mais avant de checker ça, on a Félix qui a levé la main. Ah oui, oui, oui. Avec le X, ouais, comme ça ici. Puis pour l'instant, on n'aurait pas besoin de ça. Mais on va voir que ça ne fonctionne pas directement dans tous les cas, malheureusement. Donc ici, on a ça. OK. Si je fais ça, hop. Là, ici, dans mon add list, qu'est-ce que j'ai? C'est pas correct. Ici, j'ai loadé mon DX. J'ai fait... Ouais, ça. Là, ici, la problématique, c'est que, justement, lui va avoir, OK, juste le contenu de tout ça. Là. Fait qu'on va aller storer des choses juste dans lui. Hein. Donc là, c'est là que ça serait intéressant d'avoir, mettons, notre N, mais on ne peut pas utiliser directement le N parce qu'on veut être décalé possiblement. Là. Fait que non, effectivement, on ne peut pas directement juste mettre add list. Là. Je me suis fait avoir. Donc, on a notre add list, on veut storer notre case. Et ici, je veux juste voir dans notre case qu'est-ce qu'il va y avoir après ça. Et ça, c'est bon, ça, c'est bon. OK. Fait que dans notre case, on a un B. Hein, donc, dans notre case, à notre adresse 53, on a le 1B. Où c'est que je veux aller modifier mon information. Mais là, après ça, mon store byte, si j'essaie de faire case D, ça ne fonctionne pas. Ça va juste aller le mettre ici. Là. Fait qu'ici, c'est pas dans la case que je veux le mettre. C'est dans l'adresse qui est pointée par case. Fait que c'est quel mode d'adressage qu'on aurait besoin ici. Kim, avec une solution possible avec N,
Donc, si on regarde, oh, ça a effectivement changé le contenu. On peut voir ici que ça vient de changer le... attends qu'on leur parle, on va regarder si c'était bien un 70. Ici, le 1B. Puis on peut voir que, hop, et hop, ça a changé notre 28, ce qui nous permet de rouler notre programme, puis avoir le premier qui a été skippé. N'est-ce pas merveilleux? Fait que là, on teste. OK, donc on a réussi à skipper notre premier. J'essaie de skipper ma deuxième, OK, l'addition numéro 1. Fait que là, je devrais avoir 4 plus 1, ça devrait me donner 5. Ça marche pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va aller le mettre en mode débogage pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Fait ici, j'ai mon DX, ok, j'ai 1. Parfait, je fais mon add-list de X. Puis je store ça dans ma case. Puis je peux voir que en ce moment, je pointe sur l'adresse 1B00. Puis ça ici, c'est rough, là, parce que le 1B00, il est ici, là. Ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui vient d'apparaître, là? Donc, pourquoi est-ce que ça fait ça? Ici, si on regarde le code. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe, on va aller regarder notre assembly listing. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les adresses mémoire sont encodées sur 2 octets. Fait qu'à chaque fois que j'ai une adresse, j'ai 2 valeurs. Fait qu'est-ce qui se passe ici quand je rentre 1 dans mon indice? Ben lui, il va juste se décaler de 1 octet. Fait qu'il va aller lire 1B00. Fait que là, ça ne marche plus. Hein? Ben, en fait, ça marchait juste quand je n'avais pas de décalage. Là, la problématique, c'est que mon décalage, il faut que pour chaque élément que je veux décaler, il faudrait que je décale de 2 octets dans mon add list. Qu'est-ce que je pourrais faire pour être capable de multiplier par 2 l'indice que je donne? Ça, c'est dans les nouvelles instructions qu'on a vues cette semaine. Donc, quand on veut multiplier des nombres par 2, c'est facile parce qu'on peut le faire à un niveau binaire. Ou je peux faire un décalage vers la gauche pour être capable de faire une multiplication par 2. Donc, le décalage vers la gauche va prendre tous les bits puis va les tasser un coup vers la gauche. Puis cette instruction-là, c'est le slide left, puis là en ce moment on est dans le X. Fait que là, si je regarde, le principe c'est que, bon, je load dans mon indice le 1, mais je le décale de 1. Comme ça va me donner 2 pour être capable de faire la bonne opération. Puis si j'y donne 2, je load le 2, je le décale, ça me donne 4. Donc, ça permet de multiplier par 2 mon élément. Puis, à partir de là, quand je vais utiliser ce X-là à l'intérieur, ça va me donner la bonne adresse. Là, ici, je suis à 2. Ça m'a donné 002E. 002E, c'est bien mon add numéro 2. Donc, ici,
avec 2, ça l'a bien coupé la troisième addition. Ensuite, j'ai... tiens, mettons, j'essaye les autres. Ça a bien coupé mon addition du milieu. J'ai 1 plus 4. Puis si je mets le 0, j'ai le 2 plus 4 qui fonctionne. Fait qu'ici, on a pu utiliser un programme impur, on a pu utiliser l'adressage indirect, on a pu utiliser le sliding, ok? Plein de choses possibles avec ça. Juste pour, encore une fois, démontrer différentes versions de ça, on va aussi regarder comment utiliser les opérateurs logiques pour être capable de se créer aussi une autre version de qu'est-ce qu'on veut faire. Fait ici, le principe, ça va être, on va utiliser une autre stratégie. Donc, notre première stratégie, c'était, bon, le code est ici, il est pogné. Je voulais transformer ça pour un NOP qui permettait de juste arrêter l'opération. Une autre possibilité, ça va être de, on garde le add, mais ce qu'on veut faire, c'est on veut juste mettre 0 dans cette deuxième partie-là. Donc, même principe, on veut mettre 0 dans cette partie-là. Puis ici, on va le faire d'une manière un peu déroutée, là, juste pour checker les autres opérations possibles. En fait, c'est-tu intéressant, ça? C'est pas si intéressant. C'est pas si intéressant. Non, ce qu'on va faire, c'est on va passer à notre deuxième petit programme qui va nous demander de reprendre ça, mais d'essayer de le faire qui va le refaire d'une manière avec une fonction à la place. Hein? Donc, même genre de principe, mais on va essayer de faire une fonction qui va afficher une étape. OK? Puis, ce qu'on va essayer de faire, on va partir à 0. Non, je ne vais pas sauver, je l'ai sauvegardé. Hein, faites-vous-en pas, je vous donne ça après. Donc, même principe, là où c'est que on va avoir une fonction, on va avoir un programme qui va faire 3 additions. Mais cette fois-là, je veux que ça soit des additions, les multiples de 2. OK? Puis, on va utiliser un appel de sous-programme pour éviter d'avoir à réécrire les choses. On va dire, on va avoir des étapes pour que ça soit intéressant. Fait que on a un stop, on a un end, puis on va avoir bon, la ski pour notre étape. Ça va bien. On va aussi avoir un nombre final. Alright. Fait que je veux quelque chose qui va me permettre de faire des calls 3 fois. Et qu'à la fin, je vais vouloir afficher un nombre quelconque. Fait que on va faire. Fait que j'ai un nombre que je veux commencer à travailler. On va aussi se le mettre. OK, on a un nombre. Fait que je vais être capable d'avoir un appel d'une fonction. Fait que pour se créer une fonction, il va falloir se créer un code.
Puis habituellement, hein, ça va être après notre programme principal, après le stop. Le principe, c'est qu'on est capable d'avoir une fonction qui va avoir des opérations à l'intérieur. On va avoir notre étape. On appelle ça notre étape ici. Puis quand j'ai fini de travailler avec la fonction, je peux faire un ret avec un nombre de dépilages qu'on va voir quand on va travailler plus en détail avec les sous-programmes après l'intra. Mais pour l'instant, on peut juste utiliser le ret 0. Puis après ça, je peux appeler et premier. Backslash n sera pas trop. Donc, on a différentes étapes, puis on veut être capable de faire des additions. À chaque fois que je fais une nouvelle fonction, je vais vouloir calculer un nouveau multiple de 2. Okay, c'est ça notre but. Fait que, premièrement, il va falloir avoir quelque chose qui va modifier notre nombre. Hein? Donc, il va falloir loader notre nombre. À l'intérieur, on va vouloir rajouter un nombre quelconque. Là, il va falloir décider qu'est-ce qu'on met dedans. Pour l'instant, mettons, on pourrait avoir juste quelque chose qui est juste à 1 par défaut. Et après ça, on store le nom. Fait qu'on a en ce moment quelque chose qui est capable d'additionner 1 à chaque fois dans le nombre. Ça va bien, on va essayer de l'embellir un petit peu. Hein, donc le principe ici, c'est à chaque fois que je fais un call, il va se souvenir d'où il était rendu. Puis il va être capable de revenir à cet endroit-là. Donc ici, si on fait le débogage, quand je fais le call, je peux voir qu'il saute ici. Puis si je m'en vais à un autre endroit dans ma mémoire, là, on va voir le principe de la pile après l'intra. Ça va être un endroit où c'est qu'on peut empiler de l'information. Fait que la pile, en ce moment, va avoir l'adresse où je suis supposé retourner une fois que j'ai fini ma fonction. Hein, fait qu'on peut voir qu'on est à notre première étape. OK. Je fais les étapes. Le ret 0, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que, OK, il revient où c'est que j'étais. Puis là, j'ai un autre appel. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va à notre élément. Donc, le programme counter saute à l'adresse de la fonction. Mais je peux voir en ce moment, encore une fois, que sur ma pile, ça va sauvegarder où c'est que je suis supposé m'en aller une fois que j'ai fini. OK, donc c'est à la fin de la mémoire, cette affaire-là. Là. On va revenir sur comment fonctionne la pile, là, mais c'est de voir que dans la mémoire, on stocke l'information de où c'est que je suis supposé retourner. C'est comme ça qu'on est capable de revenir en arrière sans avoir rien de spécial dans notre code. C'est pas nous qui l'a fait, l'autre réembranchement. OK. Fait que on a notre petit programme qui est capable de additionner 1. Là, j'aimerais ça qui... Donc, ici, là, ça c'est... c'est ça qui se passe. Puis, j'aimerais ça que, une fois que j'aille terminer avec l'addition, que la prochaine fois, j'aille un multiple de 2. Hein, fait que j'ai commencé à 1. Il faudrait que ce soit 2, 4, 8, 16, 32, 64. Fait qu'à chaque fois, il faudrait que je multiplie par 2 ma valeur. Donc, pour multiplier par 2, encore une fois, quand on travaille avec des multiples de 2, là, ce qu'on veut faire, ça va être un décalage binaire.
hein, je veux en gros décaler vers la gauche. Avec un gentil décalage vers la gauche. Puis soudainement, j'ai 1 plus 2 plus 4. Puis si je fais un quart de plus, j'ai 1 plus 2 plus 4 plus 8. Donc, on est capable d'avoir des appels qui me permettent d'aller dans une fonction. Puis à partir de là, je peux continuer à travailler. Là, ici, il faut comprendre hein, que le principe de sous-programme en assembleur est pas aussi robuste que le principe de sous-programme quand on travaille avec d'autres langages de plus haut niveau. Il n'y a pas d'encapsulation ici. Là. Okay? Donc la mémoire reste toute disponible, il n'y a pas rien de spécial qui me bloque d'utiliser d'autres cases mémoire qui pourraient appartenir à d'autres endroits. Tout est possible encore. Fait que ça démontre le principe d'utilisation d'un appel de sous-programme. Puis c'était les deux choses, les deux petits programmes que je voulais vous montrer ce matin. Cette semaine, on va travailler avec les tableaux, si je me souviens bien. Laisse-moi regarder dans l'ordre des choses. Ici. Là. Ouais. On va regarder les tableaux majoritairement, ce qui va nous donner aussi assez d'informations pour commencer à penser hein, la semaine prochaine, possiblement commencer à regarder un énoncé pour un deuxième travail pratique, hein, une fois qu'on a fini notre premier. Mais on se garde ça pour notre futur. Fait que comme d'habitude, l'enregistrement d'aujourd'hui va être disponible sur YouTube dans les moments suivant notre discussion d'aujourd'hui. Le vidéo, diapositive et programme du prochain cours vont aussi apparaître dans le début de l'après-midi. Autrement, est-ce qu'il y a d'autres interrogations, affirmations? On a Félix. Ton micro en ce moment est seulement griché. Oui, on est bon. Oui. Mm-hmm. Ah non, tu veux utiliser beaucoup les espaces. L'assembleur est assez terse par lui-même. Là. Il faut vraiment l'aider là, pour augmenter la lisibilité au maximum. Là. Donc ici, hein, surtout si vous venez le principe facile, là, des commentaires et ainsi de suite, surtout si vous l'avez fait en Java, puis comme vous traduisez qu'est-ce que vous avez fait. Si on peut voir ici, j'ai l'instruction, puis l'instruction fait partie de ce bloc-là. Hein, c'est très clair, là, qu'est-ce qui se passe là. Et à partir de là, ben, celui-là, c'est ce qui se passe ici. Et après ça, j'ai le retour. On veut essayer d'enlever le plus d'ambiguïté possible au niveau de la lisibilité. Excellent. Donc, d'autres éléments pour ce matin. On a Angel. Ici, c'est seulement la prémisse du problème. J'ai décidé qu'on allait additionner des multiples de 2. Là. Donc ici, j'ai décidé qu'on allait additionner des multiples de 2 à chaque fois que... Le prochain multiple de 2 à chaque fois qu'on appelait la fonction. Là.
C'est une décision complètement arbitraire, juste pour forcer l'utilisation du slide left. C'est ça. Fait que le principe, c'est que c'est ça. À chaque fois, il est multiplié par 2. Fait que le premier coup, il commence à 1. Il devient 2, il devient 4, il devient 8, il devient 16. Super! Fait que, autrement, je vous souhaite un excellent vendredi, une excellente fin de semaine. Maintenant, en zone jaune. Oh, j'ai une intervention de Kim. Oh, pardon. Ouais. Fait que MovSpa puis MovFloga, c'est des éléments qui vont être plus utilisés quand on va commencer à travailler avec les sous-programmes. Donc, encore une fois, pour l'instant, comme oui, on l'a vu, là, mais c'est pas des choses qui vont arriver dans des programmes ou dans des. Mettons, ça sera pas dans l'examen non plus, là. Tant qu'on n'aura comme pas commencé à parler des sous-programmes, puis des paramètres, puis des retours. Fait que on va se garder les exemples de ceux-là pour quand on va travailler avec les sous-programmes. Excellent. Donc, on a Soro. Ouais. Ben, les tableaux, on en a fait la semaine passée dans les exemples quand on a utilisé l'adressage indexé. Puis avec l'adressage indexé, donc si on retourne voir dans qu'est-ce qu'on a fait dans le cours 5, on avait. Je l'ouvre. Celui-là. Avec l'adressage indexé, là, ça nous permettait de parcourir un tableau. Là. Donc, c'est la semaine passée qu'on a vu ça. Fait que, je sais pas si tu as une autre question par rapport à ça, mais c'est. Excellent. S'il y a des problèmes ou si tu n'es pas certain du programme, n'hésite pas à communiquer avec moi sur le Mattermost, soit directement dans le channel ou en message privé pour que on puisse assurer ta compréhension. Excellent. Donc, ça ferait le tour de notre séance synchrone de la semaine, à moins qu'on aille d'autres interventions de vous tous. Adjugé une fois. Adjugé 2 fois. Vendu, vendu, vendu. C'est le temps de la fin de semaine. Fait que bonne journée tout le monde. On se revoit la semaine prochaine.